faut arrêter de penser que l'audiovisuel c'est la télé d'un côté, le digital de l'autre. Non, en fait la télé est une plateforme, un réseau de distribution, comme YouTube peut l'être, et en fait on peut tous bosser ensemble. La TNT, on est passé de 5 à 15 chaînes, du jour au lendemain. Mais la réalité, c'est que plus on avance, plus on évolue, et donc rentrer dans une économie où en fait on n'est plus biparti, mais triparti. Marque, diffuseur et créateur. Du coup, en vrai, vas-y, tu sais, moi je fais pas d'intro dans les podcasts, on peut continuer la discussion. On est en train de parler justement de ton début de carrière, du coup, chez AB. Exactement. Tu es en train de me dire, voilà, c'était Jean-Luc Azoulay, la créativité. Mais toi, tu étais plutôt très proche du B qui était le business. Du business, c'est-à-dire Claude Berda, effectivement, et avec cette volonté constante de disrupter un petit peu ce qui se faisait à la fois dans l'audiovisuel, dans la distribution, dans l'édition de chaînes thématiques. Donc on a été les premiers, comme je te disais, à faire la télé sur les box DSL, donc avec Free. Dès 2003, on a été les premiers à leur fournir des chaînes et à leur dire en fait vous avez une box qui permet de diffuser, donc allons-y, diffusons les chaînes sur ces box là plutôt que d'être que sur le satellite ou sur le câble à l'époque. De là on s'est mis à dire ok, c'est en fait la multidistribution, et c'est marrant parce que ça rejoint les codes d'aujourd'hui et du digital. La multidistribution a une valeur, plus on diffuse un contenu, plus il prend de valeur. Donc en fait on s'est mis à se mettre sur les autres plateformes aussi, et notamment on a poussé le dossier TNT, c'est-à-dire l'arrivée de la TNT en France en 2004. On a été les premiers à porter ce dossier à bras le corps. C'est Claude Berda lui-même qui a été défendre les dossiers auprès du CSA à l'époque. C'est ça, il fallait présenter des projets de chaîne. Il y avait un certain nombre de créneaux. Un peu comme il y a eu là dernièrement avec l'Arcom. Oui, avec C8 qui s'est fait exactement, c'est exactement ça, sauf que c'était la première session à l'époque. Alors non, d'abord c'est eu les demandes d'autorisation de fréquence qui était vraiment le sujet de est-ce que la France veut ouvrir le spectre des fréquences pour pouvoir permettre à de nouvelles chaînes d'exister. À l'époque, il y avait 5 chaînes en France. C'est vrai que c'était fou l'arrivée de la TNT. Et la TNT, on est passé de 5 à 15 chaînes, du jour au lendemain. Juste avec la technologie et en numérique. gratuit surtout. Et en gratuit. Pas besoin d'avoir canal satellite, TPS ou exactement. Et donc là, on avait obtenu à l'époque 2 chaînes, nous AB, enfin 3 chaînes exactement, 2 sur le gratuit TMC et NT1 à l'époque ça s'appelait, devenu TFX aujourd'hui. Ok, en fait 2 trucs qui ont été revendus depuis ATF1. Exactement. Mais de base, c'est pas ATF1. Non, de base c'était AB. TF1 était contre la TNT. TF1 ne voulait pas que la TNT se lance en France parce que position hégémonique et de leader sur 5 chaînes. Vous voulez pas cannibaliser en fait. Exactement, ne pas ouvrir effectivement le scope à d'autres éditeurs. Et bon, le public et le gouvernement a eu raison entre guillemets de lancer effectivement les autres chaînes. Ça a permis d'ouvrir un peu le spectre à la fois des contenus, ça a ouvert les opportunités pour les producteurs de pouvoir fournir plus de contenu aux chaînes également. Mais à la fin, effectivement, c'est surtout 2 chaînes lancées supplémentaires côté groupe AB en tout cas, TMC et NT1, qui nous ont permis de mettre un pied dans le gratuit parce qu'à l'époque on avait que des chaînes payantes sinon. Ok. Et toi, du coup, c'était quoi ton rôle là-dedans ? Moi, j'ai eu plusieurs casquettes, mais en gros, si je devais résumer, je me suis occupé de toute la partie digitale, la partie développement et la partie distribution du groupe. Et à l'intérieur de ces pôles de responsabilité, il y avait évidemment le lancement d'une régie publicitaire, la distribution des chaînes, le fait de lancer justement tous les produits innovants. Donc, on parlait de la TNT, on a lancé la Catch-Up TV, on a été les premiers à faire de la Catch-Up télé en France. C'est quoi la Catch-Up TV ? C'est quoi la Catch-Up TV ? Alors, c'est ce qu'on appelle maintenant le replay. Ah, ok, oui. Donc, en fait, à l'époque, le premier terme qu'on avait utilisé, c'était Catch-Up TV, c'est en gros le fait de pouvoir rattraper les programmes qu'on avait manqués en linéaire, en live, sur une plateforme de rediffusion à la demande. Mais c'est vrai que c'est fou, parce que maintenant c'est complètement normalisé. Tu vois, moi j'ai ma fille qui a 8 ans. Tu sais, des fois quand on arrive dans des hôtels, tu sais, où c'est encore la télé à l'ancienne, tu sais, elle comprend pas, elle dit sinon on peut remettre en arrière ou on peut choisir le truc. Ah non, là si t'as pas le direct, t'es foutu, quoi. Mais ça, et ce qui est fou, c'est le laps de temps dans lequel tout ça a changé et évolué. On parle de moins de 20 ans. La TNT, ça a été lancé en 2005, donc c'est à 19 ans. YouTube a été lancé en 2006. Hasard des calendriers. Donc en fait tous ces deux mondes en fait de l'audiovisuel traditionnel et du digital en 19 ans, 20 ans ont totalement en fait explosé en termes de mise à disposition des contenus, mise à disposition des plateformes qui permettent de diffuser des contenus. Et aujourd'hui, justement, on voit ces deux mondes se lier, et notamment avec l'exemple de Kaizen, nous, cette année, qui a été justement un peu l'aboutissement de cette vision où on se dit il faut arrêter de penser que l'audiovisuel, c'est la télé d'un côté et le digital de l'autre. Non, en fait, la télé est une plateforme, un réseau de distribution, comme YouTube peut l'être, et en fait, on peut tous bosser ensemble. Du coup, c'est la meilleure transition, parce que c'est vrai que là, du coup, on est à Station F pour la Paris Creator Week. Et en fait, vous êtes là parce que toi, du coup, aujourd'hui, on dit quoi, manager général ? Ouais, je suis directeur général de Webedia Creators. Voilà, de Webedia. Et en fait, vous avez du coup hosté la main stage pour faire votre
Creator Show. Exact. Donc du coup, en fait, tu me disais, en fait, vous invitez en fait tous vos partenaires, les marques, les diffuseurs. Donc là, il y a du très beau monde à Station F. Tu étais justement sur scène, toi, il y a encore 1 heure avec Inox pour un peu présenter ce qui s'était passé cette année, les projets pour 2025. Du coup, juste pour faire un rapide récap, est-ce que tu peux représenter Webedia? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Webedia, mais peut-être qui ne sauraient pas le définir en fait. C'est quoi en fait votre métier qui évolue de ouf depuis 10 ans en fait? Il évolue énormément, mais déjà effectivement pour synthétiser un petit peu la position que nous, Webedia, on a aujourd'hui sur le marché, Webedia, le groupe dans son ensemble aujourd'hui, c'est 3 piliers d'activité. Un pilier qui s'appelle Webedia Networks, qui fédère l'intégralité des sites que le groupe édite et dont le groupe est propriétaire. Ça veut dire Allociné, jeuxvideo.com, 750 grammes, Easy Voyage, Pure Break, Pure People, Pure Media. Ça, c'est vos acquisitions vraiment historiques. Exactement. Et ça, c'est le moment où vous êtes vraiment devenu acteur du gros acteur digital. du Exactement. Ouais. Et ce modèle-là est dupliqué à l'international. Donc on a des sites sur ces verticales de passion que sont le jeu vidéo, le cinéma, la série, le divertissement dans d'autres pays. En Espagne, en Allemagne, en Pologne, au Brésil, au Mexique. Aux Émirats. Donc en fait, on a cette présence à l'international de par ce pilier Webedia Networks qui fédère tous les sites internet qu'on a effectivement acquis et développés au cours des dernières années. Le deuxième pilier, c'est Webedia Studio, qui lui regroupe en fait toutes nos activités de production exécutive, production déléguée, notamment avec Elephant, le groupe Elephant qui fait partie du groupe Webedia. Ça c'est Emmanuel Chin, c'est ça? Exactement, Emmanuel Chin, Thierry Bizot, magnifique boîte qui produit des vrais IP, des vrais formats référents comme 7 à 8 télé, sur TF1, absolument, 7 à 8 sur TF1 ou plateforme, notamment Balle perdue sur Netflix ou Fais pas ci, fais pas ça sur France Télévisions, enfin beaucoup de belles marques IP, de belles grosses productions audiovisuelles. Et à l'intérieur de ce pôle, on a également toutes nos ressources de prod exécutif, je disais, des plateaux qu'on a à notre siège à Levallois, des studios, des moyens techniques, des équipes de production, notamment IDZ, qui est l'équipe de prod qu'on a fait monter sur le projet Kaizen avec Inox, qui a produit donc en production exécutive Kaizen avec Inox Tag. J'ai reçu Ludoc la semaine dernière, qui est l'un des réalisateurs phares. Absolument, et qui était fondateur aussi avec Julien Allard, notamment d'IDZ. Donc du coup, vous avez racheté IDZ? Absolument, absolument. Et troisième pilier, donc c'est Webedia Creators, dont je m'occupe plus particulièrement, qui est toute la partie talent, donc tous les créateurs de contenu, qui est né en fait avec l'acquisition il y a une dizaine d'années de Talent Web et Mixicom, qui avait été fondé à l'époque par Thierry Boyer, visionnaire qui avait vu effectivement arriver ces créateurs de contenu à partir de 2009-2010 et qui leur avait entre guillemets fait confiance en investissant derrière eux, leur mettant des moyens de production à disposition, des studios, des plateaux, des auteurs, des créateurs à côté d'eux et surtout des financements, c'est-à-dire des marques qui sont venues et qui ont commencé à investir dans leur contenu. Ça c'était votre premier pied, on va dire, dans la créateur économie, qui s'appelait pas la créateur économie à l'époque. Ça, pour les gens qui savent pas, Mixicom, qui était du coup... Alors, c'est quoi? C'était une sorte de régie YouTube? Oui, c'était la régie du MCN qui s'appelle Talent Web, MCN, Multi-Channel Network, qui représentait donc les gros talents comme McFly et Carlito, Squeezie, Norman, Cyprien, Natou. Et les Squeezie, Cyprien et compagnie étaient actionnaires. Absolument, de Talent Web, absolument. Webedia les a rendus très riches à ce moment-là et ça a fait... et on est passé dans une autre sphère à ce moment-là dans le YouTube game. Ça a permis effectivement en fait, de confirmer d'abord la vision qu'avaient eu Mixicom et Talent Web d'investir derrière ces talents et surtout effectivement de continuer dans cette voie, c'est-à-dire de ne pas rester dans simplement une position de représentation d'artistes ou de créateurs, mais plutôt de se dire comment on fait évoluer effectivement le marché de l'influence et de la créateur économie, parce qu'il évolue tellement vite. Encore une fois, il y a 10 ans de ça, effectivement, des créateurs étaient plutôt chez eux dans leur chambre avec une GoPro. Aujourd'hui, ils sont plutôt en studio, voire en extérieur, avec des équipes de prod qui peuvent sortir des gros formats. Avec des vrais formats, Exactement. Et en fait, nous, on a cru à cette vision dès le départ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, Webedia, on se positionne plutôt comme un producteur et distributeur de programmes de divertissement, en accompagnant justement des nouveaux créateurs que sont les créateurs de contenus digitaux qu'on représente. Ouais, c'est ça. En fait, aujourd'hui, quand vous produisez en fait des formats pour les youtubeurs, en fait, c'est presque le même métier que vous faisiez avant que fait par exemple Elephant quand ils produisent l'émission 7 à 8. Sauf qu'en fait, après, eux, ils vont le vendre à un diffuseur qui est TF1. Oui. Vous, du coup, vous n'allez pas le vendre, en fait, vous allez le vendre à des marques. En fait, c'est dans le business model en fait, que vous vous différenciez de la télé en fait, aujourd'hui. Absolument. Alors, c'est tout le point, en fait, et c'est un peu la raison pour laquelle moi, je suis dans tout ça aujourd'hui, parce que c'est ce qui me passionne et c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me drive tous les jours, c'est de faire ce lien entre ces deux mondes. C'est-à-dire que le monde de l'audiovisuel traditionnel, effectivement, d'un producteur dit traditionnel, c'est une idée, un projet, un développement, un diffuseur. Et donc le financement se fait dans le cadre le plan de financement en tout cas est supporté par à la fois les diffuseurs et les distributeurs du programme.
En digital, les créateurs, eux, aujourd'hui, se basent effectivement dans le modèle qui a été créé avec les agences à l'époque, sur le brand content, donc l'arrivée de marques pour venir sponsoriser leur contenu et des revenus additionnels générés évidemment par les plateformes, AdSense sur YouTube, etc. etc. La réalité, c'est que plus on avance, plus on évolue, plus on va se rendre compte que finalement, les marques peuvent potentiellement financer des programmes à valeur ajoutée qui peuvent être diffusés sur des chaînes ou des plateformes. Vice-versa, les diffuseurs peuvent investir dans des contenus de créateurs qui potentiellement du coup pourront être financés aussi par des marques et donc rentrer dans une économie où en fait on n'est plus biparti mais triparti. Marques, diffuseurs et créateurs. Et ça, c'est un petit peu, encore une fois, l'illustration qu'on peut en faire, c'est Kaizen, qui est un programme à ambition plutôt audiovisuelle, avec une sortie cinéma, comme vous le savez, YouTube le lendemain. C'est tellement quali, c'était fou de se dire c'est gratuit sur YouTube. Exact. Le lendemain de la diffusion ciné, surtout. Ouais, c'était fou. Et en fait, on a quand même financé ce programme, non pas avec des méthodes traditionnelles dites de subvention ou de CNC ou autre. On l'a financé intégralement par des marques. Donc c'est vraiment des marques qui sont montées à bord, qui nous ont fait confiance, qui ont fait confiance à Inoxtag. Et une fois que le programme a été fabriqué, ou en cours de fabrication, on a vu effectivement le boulot réalisé par les équipes de Julien, notamment Basile et Samy à la production exécutive chez IDZ. Et on s'est dit, en fait, avec Inoxtag, ce projet-là, il a sa place au cinéma et il a sa place aussi en télévision. Et en fait, au final, on a non seulement donc, fait la diffusion cinéma le vendredi soir, YouTube le samedi soir, et 3 semaines après, on était sur TF1. Ça, en deuxième partie, après Koh-Lanta, non? Alors, on était en deuxième partie. Ça a été un choix, effectivement, de se dire, éditorialement, positionner Inoxtag avec sa casquette d'aventurier. Donc, Koh-Lanta dit aventure, dit plutôt case logique en termes de diffusion. Puis qu'il y a une marque forte pour lancer, pour driver l'audience. Et aussi, le fait que le programme avait quand même fait déjà 35 millions de vues sur YouTube au moment de la diffusion sur TF1, donc ce qui est assez énormissime. C'est que moi je l'ai regardé une deuxième fois juste après Koh-Lanta. Mais justement, c'est un petit peu ce qu'on veut prouver par ce genre de modèle et ce genre de test. Et TF1, et merci à eux de nous avoir suivis sur cette aventure, c'est de pouvoir dire, en fait, un programme et un contenu de qualité peut faire de l'audience sur n'importe quelle plateforme. Et c'est pas parce que c'est gratuit sur YouTube que le programme n'a plus de valeur, parce que c'était un peu les acquis ou les on-dit à l'époque en audiovisuel, c'est de dire si c'est sur YouTube et que c'est gratuit, en fait ça n'a pas de valeur pour une chaîne de télé ou pour une plateforme. En fait, on vient de montrer le contraire avec Kaizen et on vient de prouver encore le contraire avec RMC, avec qui on vient de signer justement les 5 programmes d'Inoxtag de catalogue. C'est ça, en fait, vous allez avoir des contenus exclusifs sur la prépa, c'est ça? C'est même pas des contenus exclusifs, c'est des contenus qui sont dispo sur YouTube depuis plusieurs mois, certains même depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, parce que l'île déserte par exemple, qui était le point de départ un peu du projet Everest, parce que c'est pendant les 7 jours sur une île déserte qu'Inox a eu un peu finalement ensuite en revenant l'idée de faire l'Everest. Mais donc ce premier projet 7 jours sur une île déserte sera diffusé le 17 décembre sur RMC Découverte en prime time. Donc en fait là pour utiliser peut-être les bons mots de votre secteur, c'est quoi? En fait c'est quasiment de la production de format qu'on appelle le flux, non, c'est ça? Alors c'est stock, non? Ouais, c'est du stock. C'est du stock. Le flux, c'est ce qu'on produit de manière récurrente en hebdo ou en genre quotidienne. un 7 à 8, c'est du flux. Voilà, exactement. Là, on est plus sur du stock, c'est-à-dire qu'en fait, le catalogue, c'est la chaîne d'Inoxtag. Sur cette chaîne, aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de vidéos, je ne sais pas de dizaines, mais plusieurs centaines de vidéos. Dans ces vidéos, plus on arrive dans les années 2022, 2023, 2024, plus on voit de la qualité dans les productions qu'il a réalisées, les formats qu'il a conceptualisés. Et nous, en fait, on se bat effectivement depuis plusieurs mois et années avec les diffuseurs en leur disant regardez ce qu'il fait, regardez ce qu'ils font au pluriel, les créateurs, parce que finalement, si vous regardez vraiment ce qu'ils font, vous vous rendrez compte que ces contenus méritent d'être diffusés beaucoup plus largement que sur YouTube. YouTube est une magnifique vitrine de diffusion, mais la réalité, c'est que pas toute l'audience va sur YouTube. Et on l'a prouvé encore une fois sur Kaizen, où en fait, on a réussi à faire de l'audience sur TF1 et TF1+, de manière assez conséquente. Il y a eu combien de personnes qui ont regardé? Alors sur TF1 en deuxième partie de soirée, encore une fois un rappel, on était diffusé à 23h45 pour un programme qui fait 2h30, donc ça finit à 2h30. Et il y avait déjà 20-30 millions de vues. Exactement. Il y avait, on était déjà à 32 à ce moment-là. 32 millions de viewers sur YouTube, plus les 400 000 au cinéma. Mais on a quand même fait 330 000 téléspectateurs en moyenne sur les 2h30, ce qui est plus de 10% d'audience supplémentaire sur les 4+, qu'on dit en télé, les 4+, sur cette case, donc plutôt cohérent par rapport à la case habituelle de TF1, mais par contre avec des surperformances sur les cibles jeunes, 15-25, 25-49, sur lesquelles là du coup TF1 faisait plus de 20% TF1 ce temps-là normalement. Exactement, exactement. Et donc ça veut dire que toi en fait, je dis ton instinct, mais votre instinct vous chez Webedia, en fait c'est de dire que demain, tous ces talents que vous avez dans votre portefeuille, et ben en fait ils pourraient arriver avec des projets. Peut-être que Kaizen de toute façon va faire un peu jurisprudence là-dessus et que demain peut-être même le business ce sera de dire on va aller vendre ce projet à Prime Video, à Netflix, à TF1+, à M6+, qui vont eux du coup financer
en pré-prod le projet, quoi. C'est totalement notre vision. Tu viens de résumer exactement la vision que nous, chez Webedia Creators, on a déjà depuis quelques temps, qui est cette position de producteur, coproducteur de contenu avec les talents. Donc les talents peuvent venir nous voir. C'est pas forcément des talents Webedia d'ailleurs. Aujourd'hui, on a justement la chance d'être un petit peu au milieu du game et donc d'avoir accès à tous les talents historiques du marché. Et donc ils savent qu'on est capable de 1. Monter des projets, 2. Les produire et 3. Les financer. Et 4. Même les distribuer, si je rajoute le dernier point. Et en l'occurrence, effectivement, aujourd'hui, notre ambition, c'est de multiplier ce genre de dispositif multidiffusion, c'est-à-dire effectivement d'avoir un financement par les marques, un financement par les diffuseurs, et qu'il soit effectivement du TF1, du Canal, du Netflix ou du Prime Video. Je pense que dans les prochains mois et prochaines années, on va avoir de plus en plus d'initiatives effectivement qui mêlent diffuseurs traditionnels, plateformes et créateurs de contenu dans des contenus, enfin dans des projets entre guillemets communs. Et ça, est-ce qu'il y a déjà des choses là qui sont dans les cartons, qui sont prévues, des discussions qui sont... Alors, les discussions sont enclenchées, oui, très clairement. On les a enclenchés il y a évidemment déjà 2 ans quand on a revu notre positionnement justement en tant que coproducteur. Vous n'êtes pas réveillé avec Kaizen. Non, on ne s'est pas réveillé avec Kaizen. On a justement un peu éduqué le marché à apprendre à regarder ce que faisaient les créateurs, qui sont les créateurs, quels sont ceux qui peuvent être considérés comme des producteurs, quels sont ceux qui sont prêts aussi à basculer sur une diffusion à la fois télé ou plateforme. Et une fois qu'on a fait ce boulot, Kaizen nous a aidé évidemment à amplifier un peu ce message et à prouver ce qu'on disait. Aujourd'hui, on a la chance d'être plutôt très bien reçu à la fois chez les chaînes et les plateformes. Et donc oui, on a des projets avec plusieurs talents de chez nous. Inès a ses projets de suite évidemment qui arrivent pour 2025. Joyka a des projets de son côté, il est hyper ouvert à ce genre de collaboration. On a des newcomers comme Bailan qui sort du DTR ce week-end, qui pareil ont des grosses ambitions et qui sont très ouverts à la collaboration sur des multiplateformes. Aujourd'hui, un Bailan, il est capable de diffuser sur toutes les plateformes. YouTube, Insta, TikTok, X et Twitch. Et en fait, pour lui, la télé ou la plateforme, c'est une plateforme de plus de diffusion. Donc il l'intègre dans sa stratégie. Et est-ce que, alors je ne sais pas si c'est un chiffre qui est public, mais peut-être qu'on se rende compte, un projet comme Kaizen, c'est une production sur... j'allais dire à combien de millions, parce que je suppose que c'est bien au-dessus, mais en fait, c'est public, c'est encore une fois, on a la chance de savoir produire des choses avec des coûts qu'on maîtrise parfaitement bien même. C'est pour ça qu'on a des moyens internes de production, qu'on a des ressources et des équipes de production dédiées. IDZ, encore une fois, c'est vraiment une équipe fantastique menée par Julien Allard, qui a ses propres réalisateurs. Donc tu avais reçu Ludoc justement, qui faisait partie de l'équipe, mais en l'occurrence sur Kaizen, c'était Basile, notre équipe, qui a réalisé avec Samy à la production. Et toutes les équipes évidemment derrière, et Quentin au montage très important parce qu'il a fait un boulot de dingue aussi. Parce que le montage, en fait, c'est vrai que mais ce qui est bien, c'est que c'est un rôle qui commence pas à se starifier, mais qui commence à être mis en avant. Mais exactement. Surtout par les créateurs d'ailleurs. Et surtout moi maintenant, quand je vois une vidéo, je peux jamais m'empêcher de dire putain, le taf de montage qu'il y a dû avoir. Complètement. Quand tu regardes que les plans ils changent toutes les 2 secondes et demie, qu'il y a toujours des effets. Exactement. Et là, imagine donc avec Kaizen le nombre d'heures de rush. Parce que c'est pas l'Everest, c'est 1 an de captation, plus d'1 an de captation avec les entraînements, avec les tests, avec les différents voyages qu'on a fait avec lui pour pouvoir le préparer à l'Everest. Donc énormément de rush. Alors l'avantage c'est que du coup il y avait une longue période pour préparer. Par contre à son retour de l'Everest il est revenu je crois début juin. Il a fallu tout monter en 2 mois. Donc ça a été un énorme boulot de leur part. Il y a une super vidéo sur la chaîne de Ludoc où il reçoit du coup toute l'équipe DZ et Inox. Et une vidéo en fait où pendant 1 heure il ne parle que de cet aspect. Et c'est hyper intéressant à écouter quoi. Absolument, elle est super. Donc du coup c'est pour revenir sur ta question sur le budget, sans dévoiler de grands secrets parce que Inès lui-même a donné ces chiffres-là, on est sur un projet qui a été estimé entre 1 et 2 millions d'euros. C'est aujourd'hui, par rapport à la qualité de la production, au temps de production, au nombre d'équipes qui ont travaillé dessus, c'est pas déconnant du tout. Et puis surtout, vu la qualité du projet, la diffusion en salle qu'on a pu en faire et la diffusion en télé, et évidemment les records sur YouTube, je pense qu'honnêtement, si on regarde, et je ne sais pas si tu as vu, hier il y avait une étude Kantar qui a été faite justement sur l'impact qu'a eu Kaizen pour les marques partenaires. Ah non, j'ai pas vu ça. En fait, ça avait une conf. Comment elle s'appelle? C'était la CEO de Kantar, non? C'était la CEO de Kantar Media, exactement. Alors, j'ai plus son nom en tête, mais elle a présenté une étude. Donc, ils ont pris l'initiative de faire cette étude, tellement le projet Kaizen est un projet sociétal avec un fort impact. Et ils ont justement étudié l'impact de Kaizen pour les marques partenaires. Donc, les 8 marques qui étaient partenaires de ce projet.
ont pu enfin avoir une vue et une lisibilité sur l'impact réel qu'a eu cette association au projet Kaizen, et c'est juste démesuré. En gros, les chiffres que j'ai en tête d'hier, c'était 76% des Français ont vu ou entendu parler de Kaizen. Ah, c'est fou. Ça, c'est juste incroyable. Plus de 60%. Même nos parents connaissent Kaizen. Plus de 60% des plus de 60 ans c'est fou. en ont entendu parler. On a parlé de Kaizen dans les dîners de famille, ça va en parler à Noël. Exactement. Là et tout, exactement. Tout le monde a vu quoi. Exactement. Ou a entendu parler. Exactement. Et après, en termes d'impact, toutes les marques partenaires ont bénéficié d'augmentation sur le nombre, enfin le taux de brand love, le taux de personnes qui vont d'intention d'achat, le taux de personnes qui vont suivre les actualités de ces marques, à minima 10 points, ce qui est énormissime. Ouais. Certains c'est 33 points, Deezer c'est 19 points sur la Noto. Donc en gros c'est vraiment un vrai phénomène à la fois pour les marques, pour Inoxtag évidemment, pour nous Webedia d'avoir pu suivre en fait cette aventure derrière lui et avec lui. Ouais, c'est un projet un peu fou. Il y a un avant et il y aura un après, mais l'après sera positif, différent mais positif. Parce que du coup pareil pour pas rentrer dans le détail parce que je suppose qu'il y a des choses qui sont sûrement un peu confidentielles, mais pareil qu'on comprenne un projet comme ça, comment ça fonctionne. Parce que Inoxtag, donc du coup c'est un talent, du coup on va dire c'est un talent qui est chez Webedia. Oui. Mais ça veut dire quoi en fait un talent qui est chez Webedia? Ça veut dire qu'en fait vous coproduisez ces contenus, c'est vous en fait qui trouvez les marques, et donc je suppose que là il y a un partage, un sharing en fait des revenus liés. Oui. Comment ça se passe? C'est quoi un peu le business model? En fait aujourd'hui, alors on n'est plus du tout dans le. Enfin, il y a 10 ans, il y avait un peu cette course à l'exclusivité, le fait de pouvoir signer un grand nombre de talents, donc d'avoir ce qu'on appelait à l'époque un portefeuille de talents. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette optique-là. Vous n'êtes plus des agents quoi? Non, depuis 2 ans en fait. Aujourd'hui, c'est pour ça que je dis on se considère comme des producteurs, coproducteurs, distributeurs de contenu de divertissement avec nos créateurs. Quand je dis avec, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, d'abord, on sélectionne très finement les talents avec lesquels on veut et on souhaite travailler en exclusivité. Quand on dit en exclusivité, ça veut dire justement mettre des moyens derrière eux. L'exclusivité pour nous, ça justifie le fait de pouvoir mettre à leur disposition des moyens. Ces moyens, c'est des moyens financiers, c'est des moyens techniques, donc des studios qu'on leur met à disposition. Inox a ses bureaux et ses studios, donc toute son équipe et lui-même sont hébergés chez Webedia. C'est Webedia qui fournit ça. Tout est chez nous. Ouais. Les moyens de prod, j'en parlais tout à l'heure, que ce soit IDZ, Webedia Production qui est ici en train de capter aussi aujourd'hui. Toutes les équipes de production sont à leur disposition également. Nos auteurs-créateurs, parce qu'on a aussi des auteurs-créateurs qui travaillent vraiment avec eux sur les concepts, le ping-pong, le brainstorm incessant sur les formats, comment les faire évoluer, comment les adapter, comment faire que ça fonctionne. Les scripts, exactement. C'est ça qu'en fait, un documentaire comme Kaizen, c'est pas on ramène un max d'images et on dit voici comment ça s'est passé. Il faut savoir quelle histoire on va raconter. Tout à fait. Et ça, du coup, dans la vidéo dont on parlait tout à l'heure, il explique bien que même genre 3 semaines avant, il change complètement l'histoire. Complètement. Parce que de base, ça devait commencer avec les images à Cuba, donc en fait l'après. Et en fait, finalement, ils ont complètement changé le truc. C'est hyper intéressant, quoi. Non, donc c'est tout cet accompagnement qui justifie ce qu'on appelle une exclusivité. Et la réalité derrière, c'est quoi? C'est qu'effectivement, nous, on essaye d'être coproducteur effectivement des formats qu'on sort avec nos talents. Ensuite, il y a différents schémas et différents formats de collaboration. Des fois, on est producteur, des fois, on est coproducteur délégué, des fois, on est producteur exécutif. En fait, tout dépend des schémas. Je ne comprends jamais les différences. En fait, c'est des notions de droit. En gros, le producteur exécutif est celui qui exécute, c'est-à-dire qui réalise et qui fait la production technique. Donc là, il met des moyens, pas financiers, mais techniques en fait. Exactement. Le producteur exécutif, c'est celui qui réalise, c'est les équipes de prod et qui captent, qui montent, qui font tout le travail en fait humain et technique derrière la production. Donc ça veut dire que par exemple, en fait, parce que Inoxtag, il a sûrement aussi donc sa structure, c'est-à-dire que sa structure en fait ne paye pas IDZ pour faire ça. Mais justement, quand même, sur un projet comme Kaizen, on est obligé effectivement de valoriser le travail fait par IDZ sur une telle production parce que c'est un an de travail avec plusieurs personnes qui sont mobilisées. Donc par contre, ce qu'on fait pas, comme c'est de l'interne, évidemment, Inoxtag a bénéficié entre guillemets d'une prestation interne. Donc on considère qu'Inoxtag est notre partenaire. Sa structure en fait, du coup, passe une commande auprès d'IDZ pour pouvoir effectivement monter un projet en commun. Donc c'est vraiment un projet IDZ, Webedia, Inoxtag, avec le financement qui incombe exclusivement à Webedia. Donc c'est Webedia qui a été chercher l'intégralité des financements. Les 7-8 marques là, ouais. Exactement, qui nous ont permis. Voilà, absolument. Donc Ferdinand notamment, qui est dans les équipes et qui s'occupe particulièrement d'Inoxtag, qui a coordonné un petit peu de main de maître la campagne, les campagnes des différentes marques qu'on a été chercher et qui a pu permettre le financement global du projet.
Ok, hyper intéressant. Et du coup, tous vos talents que vous avez, on dit peut-être plus talents en portefeuille, c'est quoi en fait en partenariat, on va dire. Aujourd'hui, comment vous les trouvez? Parce que je suppose que maintenant, il faut aller les chercher en fait quand ils sont pas encore connus, il faut faire des paris. Alors complètement. Juste pour donner un exemple, effectivement, nous à l'époque, quand on avait travaillé, qu'on a signé pour la première fois avec Inox et Michou en 2019, si je me trompe pas, ils avaient 17 ans. Ah, on a. Ah, je suis le dernier? Comment on fait 5 minutes? Non mais en vrai, franchement, on peut conclure là si tu veux. Non, c'est comme tu veux. Non, moi ça me dérange pas. En vrai, on a déjà du bon contenu et tout. Donc on conclut et je te rejoins. Okay. Ça marche, merci. Ça te suffit? Oui, en vrai, il n'y a pas de souci. On a condensé. Très bien. Moi, il y a donc on était en train de dire, oui, on parlait des talents. Des talents. Donc en fait, si tu veux, je disais Michou et Inox, on a été les chercher, et on a commencé à travailler avec eux, ils avaient à peine 17 ans. C'est fou d'ailleurs. Ouais. Et ils étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, ni l'un ni l'autre. Ils sont venus, alors grâce à leur agent à l'époque, effectivement, qui nous avait présenté, qui nous avait dit il faut croire en eux, etc., etc. Et on a fait confiance en ces talents et effectivement, en mettant des moyens derrière eux, on voit aujourd'hui où ils peuvent arriver. On continue ce travail de scouting constamment, évidemment, de par à la fois les relations de nos propres créateurs et talents, parce qu'eux ont le nez fin. C'est plutôt eux qui ont le flair et qui savent sentir les tendances, qui savent sentir les talents qui ont du potentiel de développement, etc., etc. Là, dernièrement, on a surtout aussi pris un virage qui était... le travail des agences il y a 10 ans était quasiment exclusivement centré sur YouTube. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est tous multiplateformes. Il faut pouvoir être sur YouTube, mais aussi sur Insta, mais aussi sur TikTok et sur Twitch, évidemment. Donc, on va chercher aujourd'hui particulièrement les talents qui sont capables d'être multiplateformes. Et Bailan, dont on parlait tout à l'heure, Bailan, Flamby, Nicotine, Nicolas, ce sont des créateurs qui maîtrisent l'intégralité des plateformes. Ils peuvent aller sur Twitch, ils peuvent aller sur YouTube, ils peuvent aller sur Meta, sur Insta, sur TikTok, ils cartonnent partout. Et c'est ça qu'on va aller chercher et détecter, et c'est ça qu'on va accompagner en mettant, encore une fois, des moyens derrière, des moyens de prod, des moyens des financiers, en allant chercher des marques partenaires, etc., etc. Et en fait, ça fait un effet boule de neige ultra positif à la fin. Les talents ont plus de moyens pour produire des contenus plus ambitieux. Ces contenus plus ambitieux attirent plus de monde, donc plus d'audience, donc plus de marques, et ainsi de suite. Écoute, c'est un cercle vertueux qui fonctionne. Exact. Greg, je sais que je vais devoir te libérer parce que tu es attendu par toutes tes équipes et tout, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. C'était un super moment, merci beaucoup. Voilà, c'est dans ce super événement qu'est la Paris Creator Week. On va encore remercier Jokariz et ses associés. On va remercier Podspace qui ont mis à dispo ce setup. Merci beaucoup à toi, Greg. C'est gentil, à très vite. Merci à toi, c'était super. Et puis à très bientôt. Merci encore. Ciao. Merci, Greg. À plus.